Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va lire le chapitre numéro 12, 13, peut-être 14 de Arthur Rimbaud si on a le temps. Et aujourd'hui, on va le commencer avec vous. On l'a pas encore lu et bon, c'est parti. J'espère que vous aurez aimé ce chapitre-là. Charleroi indique le panneau. Arthur descend du train en catastrophe. Il déambule quelques instants sur le quai parmi les voyageurs pressés et essaie vainement d'en accoster un. Mais personne ne prend garde à ce jeune homme égaré. Apercevant enfin le chef de gare, ce train devait aller à Paris. Demande-t-il pourquoi s'est-il arrêté ici? Toutes les lignes directes sur Paris sont coupées, répond l'employé. Les trains doivent prendre des voies détournées à cause de la guerre. La bataille va s'engager à Sédon et elle sera rude, ajoute-t-il comme pour lui-même. Arthur jette un coup d'œil autour de lui. Les quelques voyageurs qui se hâtaient tout à l'heure ont disparu. Ce quai de gare perdu au fin fond de la Belgique est sinistre. Comment faire pour se rendre à Paris? Il n'y a aucun moyen, insiste-t-il. S'il y a une correspondance sur le quai d'en face, prenez votre supplément au guichet. Là, mais faites vite. Le train part dans 5 minutes. Il se précipite vers le guichet que lui a indiqué le chef de garde. Supplément pour Paris, 13 francs. Il met machinalement ses mains à ses poches, tout en sachant qu'elles sont vides. Il n'a plus le moindre sou. L'argent qu'il possédait a servi à payer le billet. À Charleville, 13 francs, une vraie fortune. Et le train qui part dans quelques minutes en face de lui. L'employé du guichet relève sa vitre. Allez, simple route ou aller-retour, demande-t-il. Un long sifflement retentit en face sur le quai. La locomotive crache une fumée noire. Le sifflet à vapeur crie. Les roues s'ébranlent, le train démarre. Les 13 francs, il ne les a pas et il n'a plus le temps de les réfléchir. Tandis que le train commence à prendre de la vitesse, il traverse la voie ferrée et court à toutes jambes le plus vite possible. Il tend le bras, saisit la rambarde de fer, s'y accroche si fort qu'il a l'impression que son épaule va s'arracher. Il saute. Heureusement, la porte du wagon n'est pas fermée. Propulsé à l'intérieur, il s'écroule par terre, hors d'haleine. Après avoir repris son souffle, il regarde le paysage défiler derrière la vitre. Dans quelques heures, il verra apparaître les environs de Paris. Pareil, cette fois, il y va. S'il se lève et le cœur léger s'avance dans le couloir. Négligemment adossé à la porte du premier compartiment, un homme en habit jeune et élégant fume et se tourne de temps en temps vers une femme assise sur la banquette. Un bébé dans les bras, son épouse sans doute en passant. Arthur croise le regard de la jeune femme. Il la trouve jolie, mais comme elle pose un œil amusé sur son pantalon trop court qu'il a sali dans sa course, sa veste débraillée, ses cheveux en bataille, il s'éloigne en rougissant. Le second wagon est vide. Soulagé, il ouvre la fenêtre juste au moment où la locomotive pousse un hurlement strident. Il s'amuse à crier en même temps et comme le bruit du moteur couvre sa voix, il crie de plus en plus fort jusqu'à se faire mal à la gorge. Puis il éclate de rire, il penche la tête au dehors et l'air comme encore chaud le frappe au visage. La poussière lui pique les yeux et l'oblige à fermer la bouche, puis lui faisant faire une drôle de grimace. Après un long moment, il se décide à fermer la fenêtre. Il respire un bon coup, il se sent bien. C'est donc si facile de voyager le matin. On est à Charleville et le soir à Paris. Quel magnifique paysage. Jamais la campagne ardennaise ne lui a paru si riante, si belle, lui qui l'a toujours eu en horreur. Elle séparait des couleurs de l'été finissant. Le vert des prairies joue avec le jaune des tournesols. Puis surgit un champ de coquelicots rouges. Oui, cette fois les couleurs se mêlent, elles cognent au carreau. La poésie est là avec lui qui se dirige vers Paris. Là-bas, il rencontrera des poètes, des écrivains. Il se délectera aux déventures des librairies. Il n'a qu'une adresse en tête, 18 rue Bonaparte, la librairie artistique qui publie les œuvres de Paul Demeny, l'ami de Georges Isambard. Il va déposer ses poèmes, ils sont là, dans sa poche. C'est son seul bagage et Demeny le guidera dans Paris. Peut-être grâce à lui, arrivera-t-il à rencontrer enfin les Parnassiens, à se faire éditer. Par la suite, il écrira à Isambard à Douai pour qu'il le rejoigne. Trop de rêves, trop de projets. Il en est presque saoul. Il entre dans le compartiment vide et s'affale sur la banquette. Les pieds appuyés au mur, il fixe ses chaussures crottées et s'endort aussitôt. Sans la moindre pensée pour sa mère, ses sœurs, il est libre enfin. Un brusque coup de frein l'a fait tomber de la banquette. Il se relève, tout engourdi de sommeil. Dehors, la nuit est tombée. Quelques voyageurs, bagages en main, stationnent dans le couloir et s'apprêtent à descendre. Il prend place au bout de la file et attend son tour, les yeux rivés sur la fenêtre de nouveau.
Le quai de la gare du Nord fourmille de monde, son cœur bat tout rompre. Comme il lui tarde d'être dehors, soudain il aperçoit le contrôleur qui se tient à la descente du tram. Billets s'il vous plaît, merci. Le contrôle des billets, comment l'éviter? Devant lui se tient la jeune femme, au bébé qu'il a croisé. Le nourrisson le fixe en grimaçant puis pousse un cri, comme si c'était un signal. Arthur fait brusquement demi-tour et file à toutes jambes à l'autre bout du wagon. Et là, riposte un homme qui l'a bousculé au passage. Vous pourriez pas faire attention, que se passe-t-il? S'enquiert le contrôleur. Ce gamin-là, vous avez vu comment il court, comme il court? J'espère qu'il ne m'a rien volé, ajoute l'homme, en tâtant ses poches. Il a l'air louche. Arthur n'entend pas la suite et s'apprête à descendre. Billet! Un second contrôleur se tient sur le quai. Oui. Tout de suite, bredouille Arthur faisant mine de chercher dans ses poches. Alors demande le contrôleur qui commence à s'impatienter. Ça c'est trop bête, j'ai dû égarer mon billet. Pourtant je vous assure je l'ai pris à Charleroi. Il a dû tomber par terre dans le compartiment, je vais aller vérifier. À peine s'est-il retourné qu'il se retrouve nez à nez avec le premier contrôleur qui lui bloque le passage. Alors comme ça, on n'a pas de billet? Méfie-toi, il a essayé de s'enfuir tout à l'heure, alors ajoute-t-il à l'intention de son collègue. C'est sans doute un voleur. Aussitôt il fouille les poches d'Arthur, trop ahuri pour protester mais ne trouvant rien de suspect. Tu as des bagages, poursuit-il. Non, d'où viens-tu? De Charleroi, c'est là que j'ai pris une correspondance, mais j'habite à Charleville-Mézières. Le contrôleur lance un regard entendu à son collègue qui a aussitôt s'éloigné. Où vas-tu à Paris? Quelle adresse? Tu as de la famille ici? Non, personne. Où comptes-tu loger à l'hôtel? Je ne sais pas encore. Sans cesser de dévisager son interlocuteur, le contrôleur marque un ton d'arrêt. Bon, reprend-il, 13 francs de supplément de Charleroi à Paris. Plus de francs de fraude, cela fait 15 francs. Arthur regarde avec dépit la main que lui tend le contrôleur. Puis, sans même faire semblant de chercher dans ses poches, tu n'as rien, avoue-t-il, pas un sou. Allez, embarquez-moi ça. Deux gendarmes que le second contrôleur est allé chercher encadrent le jeune garçon. Stupéfait, celui-ci reste immobile tandis qu'il lui passe les menottes. Vous m'arrêtez, bredouille-t-il, mais pourquoi? Vous n'avez pas le droit. Les gendarmes ne disent mot et le font descendre. Ils fondent la foule sur le quai. On s'écarte pour les laisser passer, on tourne la tête sans trop de surprise sur le jeune prisonnier, puis on poursuit son chemin. Arthur tente vainement d'accrocher le regard d'un passant comme si, par miracle, quelqu'un pouvait le reconnaître et y plaider en sa faveur. À la sortie de la gare sur le boulevard Magenta, la foule est encore plus dense. Il y a beaucoup de bruit et de lumière malgré l'heure avancée. Apercevant la voiture de police qui lui est destinée, Arthur a un sursaut de révolte, fou de rage. Il donne des coups de pied, des coups de poing à l'aveuglette, mais l'enfant qu'il est encore se révèle bien facile à maîtriser. Sans le moindre effort, les gendarmes le traînent et le soulèvent et le jettent à l'intérieur de la voiture sans fenêtre. À l'avant, une minuscule lucarne laisse à peine deviner le chapeau du cocher. Où m'emmenez-vous? Demande Arthur. Dans la ferme. Au sein des gendarmes, il fixe ses geôliers d'un œil farouche. Le trajet dure une éternité. Enfermé dans cette cage ambulante, il n'entend que le trot du cheval, le fouet du cocher qui claque ou la voix d'un crieur de journaux. C'est pareil, la voiture s'arrête enfin et les gendarmes le poussent dehors vers une grande porte, dépôt de préfecture. Après un long couloir sombre et sale, on le fait entrer dans une pièce minuscule qui sent le renfermer, sinistre sous le faible éclairage d'une lampe à pétrole. Un homme assis à un bureau branlant appose des cachets sur une pile de feuilles. Il porte un mince collier de barbe noire, à binocle, un habit noir dont la veste élimée, boutonné jusqu'au cou. Flotte un peu. Maigre et sec, le teint jaunâtre, il est sans doute moins vieux qu'il ne paraît. Les gendarmes attendent que l'homme daigne leur faire signe. Au bout d'un moment, celui-ci abandonne son travail et lève la tête. Qu'est-ce que c'est encore? Demande-t-il, tandis que l'un des gendarmes s'approche de lui et murmure quelque chose à l'oreille. L'homme en noir derrière son lorgnon fixe le jeune prisonnier. Son regard se pose avec insistance sur les gros dions. Crotté, le pantalon sale, la veste déboutonnée, déformée par des poches trop remplies, puis remonte jusqu'aux yeux durs butés. Intéressant, marmonne-t-il en congédiant d'un geste le gendarme. Nous allons voir ça. Approche, ordonne-t-il Arthur. Comme celui-ci reste immobile, l'autre gendarme le pousse violemment vers le bureau. Nom, prénom, âge, adresse. Rimbaud Arthur, 18 ans. L'homme en or a un sourire ironique aux lèvres, dévisage le jeune garçon. Sa peau est imberbe, lisse, un peu rosée. 18 ans, vraiment, répète-t-il. Tu viens de Charleville, me dit-on. Oui, monsieur le juge, reprend l'homme, un ton au-dessus. Adresse à Charleville et nom des parents.
Arthur ne répond pas. Alors, je n'ai rien à vous dire, tu crois ça? Et ici, quelle est ton adresse ici? Alors, baisse les yeux. Bon, reprend le juge. Vagabondage à Paris, et tu prétends venir de Charleville. Charleville, cité frontalière, ajoute-t-il en échangeant un regard complice avec l'un des gendarmes. Tu ne veux pas donner ton adresse à Charleville parce que tu n'en as pas. Parce qu'en fait, tu ne viens pas de Charleville, mais d'un peu plus loin, vers l'est, tu viens de Prusse. Mais pas du tout, crie Arthur. Qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Je t'ai déjà dit de m'appeler monsieur le juge, criait l'homme à son tour en frappant du poing sur le bureau. Il rajuste sa veste dans une manche, s'est relevé, se redresse sur sa chaise, puis continue d'une voix plus douce. Si tu me donnes le nom et l'adresse de tes parents, je pourrais peut-être croire que tu viens vraiment de Charleville. L'image de sa mère ouvrant la porte à la police traverse l'esprit du jeune garçon qui demeure obstinément muet. Je suis décidé à te laisser une seconde chance, insiste le juge. Si tu me dis qui t'envoie à Paris, et la mission dont tu es chargé en tâchera de s'arranger par la suite. Arthur le regarde un instant stupéfait, puis il laisse éclater sa fureur. Mais enfin, de quelle mission parlez-vous? Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Si tu préfères la manière forte, mon petit monsieur, je n'y vois pas d'inconvénient. Videz-lui les poches. L'un des gendarmes maîtrise Arthur qui se débat furieusement, tandis que l'autre jette sur le bureau deux épais carnets dont les feuilles sont noircies d'une écriture fine et serrée. Une fleur fanée cueillie sur les bords de la Meuse juste avant le départ et une plume cassée. Le juge s'empare de l'un des carnets et commence à le feuilleter. Ma parole, s'écrie-t-il, c'est aussi illisible que des hiéroglyphes. Ne touchez pas à ça, bourgeonne Arthur, les dents serrés, le visage écarlate, se précipitant sur le juge. Il tente de lui arracher les carnets de main, mais le gendarme le tire aussitôt en arrière et lui coince les bras derrière le dos. Ces carnets sont donc si précieux, raille le juge. Pour moi, oui, uniquement pour moi. Ce sont les deux poèmes. Le juge éclate d'un méchant rire. Des poèmes, vraiment, tu crois que je vais avaler ça? Comme si l'heure était à la poésie. Il tourne de nouveau les pages avec attention, puis d'un air triomphant, on arrache une feuille. Et ça, s'exclame-t-il, en exhibant d'un geste théâtral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas du français. Credo in unam. Soupire Arthur qui connaît par cœur le contenu de ses carnets. Puis d'une voix cinglante, c'est du latin, monsieur le juge. L'instruction qui n'a pas l'air d'avoir jamais été instruite. C'est du latin, c'est le titre d'un poème, d'un mouvement violent. Le gendarme lui tord un peu plus les bras dans le dos. Arthur ne peut retenir un cri de douleur. Du latin sûrement, reprend le juge d'un air entendu. Il feuillette encore quelques pages, s'arrête un long moment puis demande, c'est la première fois que tu viens à Paris? Oui. Faux, nouveau mensonge. Il arrache la feuille qu'il vient de lire et s'écrie. Si c'est vraiment la première fois, pourquoi y a-t-il écrit Palais des Tuileries vers le 10 août 1092? Arthur est pris d'un fou rire nerveux. Tout ça est de plus en plus ridicule. C'est une simple épigraphe, un poème, une invention. Si j'étais venu à Paris en 1792, j'aurais 80 ans. Allez, mon petit monsieur, je commence à en avoir assez de tes impertinences. C'est un message codé, tu vas me dire tout de suite ce que ça signifie. Arthur désemparé, cette fois jette un regard de bête, traqué sur le gendarme. Mais celui-ci ne semble même pas avoir surreçu la discussion. Encore une fois, répète-t-il à bout des nerfs. C'est un poème. J'imagine un dialogue encore. Un forgeron et Louis XVI devant le peuple. Le peuple interrompt le juge. Sentiment révolutionnaire à ajouter au tableau. Je prends note. Et ça, demande-t-il en ouvrant le second carnet. Encore une langue étrangère. Vénus Anadyomène, murmure Arthur au bord des larmes. Un titre de poème, c'est tout. Le juge referme les carnets et les range dans un tiroir. Mais bredouille Arthur, vous allez me les rendre, n'est-ce pas? Lorsque tu te montreras plus coopératif. Emmenez-le à Mazas, ordonne-t-il au gendarme. Mazas, qu'est-ce que c'est? Une prison, vous m'emprisonnez? Mais ce n'est pas possible. Pour quel motif? Espionnage, allez, emmenez-le. On lui a retiré sa veste et son pantalon de drap bleu. Ardoise, il enfila un méchant costume au tissu épais. Sale et rêche. Recroquevillé dans un coin de la cellule, assis à même la terre battue qui sent le moisi et l'urine, il attend, les yeux grands ouverts dans le noir à intervalles réguliers. Le silence est interrompu par les cris d'un détenu. Enfermé dans la cellule voisine, les pas du gardien résonnent dans le couloir, rythmés par le cliquetis d'un trousseau de clés. Une serrure gémit, une porte grince, le gardien jette un ordre, puis tout se tait de nouveau. Il claque des dents, il a peur, il a froid. Quelque chose vient de frôler ses pieds. Un rat, sans doute. Il
frissonne de dégoût, puis sursaute. Une goutte d'eau est tombée sur son front. Au-dessus de lui, le plafond bas sointe d'humidité. Combien de temps va-t-on le laisser croupir en prison? Et si on l'oubliait ici? Il a fui Charleville pour Paris. Mais Paris n'est qu'un immense trou noir. Il se languit de la campagne ardennaise qui lui apparaît soudain comme une terre de soleil. Il pense à ses sœurs et à sa mère. Surtout, il a envie de la voir. Elle doit être si inquiète. Si on lui accorde le bonheur de la revoir, il se jure en lui-même que plus jamais il ne lui causerait de soucis. Oui, il va reprendre ses études et travailler dur. C'est promis. Il imagine assise dans le grand fauteuil, tricotant ou cousant. Il voit les longs doigts d'Agile qui accrochent les reflets du feu dans l'âtre. Le vieux foyer de Charleville. Derrière les barreaux de la cellule pointent les premières lueurs de l'aube. Maman, murmure-t-il, et il s'endort enfin. Le gardien a déposé un bol de bouillon devant son prisonnier. Il le regarde étonné. Que fait là ce gosse? Mazas renferme des auteurs de délits graves, des criminels de la racaille, des voleurs qui tueraient père et mère pour de l'argent. Mais lui, comment a-t-il pu arriver ici? Un bras replié sous la tête, il dort d'un profond sommeil et ses longs cils font une légère ombre sur ses joues pâles. La tenue de prisonnier est 3 fois trop grande pour lui. Le gardien secoue tout doucement le gamin qui ouvre péniblement les yeux, puis effrayé recule et se blottit contre le mur. N'aie pas peur, mon gars, bois, tant que ce n'est pas tout à fait gelé. Archer observe à son tour le gardien. Il est assez âgé, un peu bedonnant. Les boutons de sa veste menacent de sauter sous la pression d'un ventre trop rond. Ses joues pleines sont un peu couperosées, son regard bienveillant, un bon bougre apparemment. Arthur qui n'a rien avalé depuis 24 heures, lampe sans bouillon d'un trait puis fixe avec le regret le bol vide. Je me débrouillerai pour t'apporter du supplément tout à l'heure, dit le gardien bonhomme. Quand va-t-on me libérer? Je n'en sais rien, mon garçon, s'exclame le gardien avec un geste d'impuissance. Il faut croire que cette guerre les a tous rendus fous. Ils te prennent pour un espion prussien. Tu parles d'un espion, tu as encore les langues aux fesses. Je vous en prie, supplie Arthur. Apportez-moi une plume et du papier. Il faut absolument que j'écrive à quelqu'un qui peut me sortir d'ici. Je vais voir ce que je peux faire. Garde espoir, mon gars. Arthur fixe un instant la porte qui s'est renfermée sur le gardien. Puis il se lève et fait quelques pas vers la minuscule lucarne qui, en haut du mur, laisse passer une moitié de jour. Il tâtonne un peu, trouve des aspérités sur la paroi, s'accroche, pose les pieds et grimpe pour arriver jusqu'à la fenêtre. Il saisit les barreaux et tente d'apercevoir quelque chose au travers. Mais il ne voit rien qu'un bout de façade délabré et un panneau affichant Diderot, boulevard Diderot. Toute la journée, il va rester là, les yeux rivés sur ce nom. À Georges Zamba, Paris 5 septembre 1870. Cher monsieur, ce que vous me conseillez de ne pas faire, je l'ai fait. Je suis pas allé à Paris quittant la maison maternelle. J'ai fait ce tour le 29 août, arrêté en descendant de mon wagon pour n'avoir pas un sou et devoir 13 francs de chemin de fer. Je fus conduit à la préfecture et aujourd'hui j'attends mon jugement à Mazas. Oh, j'espère en vous comme en ma mère. Vous m'avez toujours été comme un frère. Je vous demande instamment cette aide que vous m'offrîtes. J'ai écrit à ma mère, au procureur impérial, au commissaire de police de Charleville. Si vous ne recevez de moi aucune nouvelle mercredi, avant le train qui conduit le Douai à Paris, prenez ce train, venez ici me réclamer par lettre ou en vous présentant au procureur, en priant, en répondant de moi, en payant ma dette. Faites tout ce que vous pourrez et quand vous recevrez cette lettre, écrivez vous aussi. Je vous l'ordonne. Oui, écrivez à ma pauvre mère, quai de la Madeleine, 5 Charleville, pour la consoler. Écrivez moi aussi. Faites tout. Je vous aime comme un frère. Je vous aimerai comme un père. Je vous serre la main, votre pauvre Arthur Rimbaud, détenu à Mazas. Et si vous parvenez à me libérer, vous m'emmènerez à Douai avec vous. 3 jours sont passés, il n'a reçu aucune réponse à ses lettres. Va-t-on l'abandonner ici, en prison? Que fait sa mère? Que fait son professeur? Il va entamer sa 10e nuit de prison. Le gardien lui a laissé une bougie, il s'est débrouillé pour récupérer ses carnets. À la préfecture, on a enfin reconnu qu'il n'avait rien à voir avec le matériel d'un espion. Cette nuit, il va pouvoir écrire avec les mots. Il va pouvoir s'enfuir. Mort de 92 ans et de 93
tandis que sa plume court sur le papier. Un coup de vent subit éteint la bougie. Une minute ne s'est pas écoulée que la cellule se trouve baignée d'une étrange lumière bleue. L'oiseau, Baou! Il répondra donc toujours à son appel. Raconte encore le voyage. Raconte comme tu l'as fait lorsque ma pauvre mère m'avait enfermé dans le grenier. Cette 10e nuit sera sans sommeil. Comme chaque matin à l'aube, le gardien pousse la porte de la cellule. Tandis que le jeune prisonnier ouvre péniblement les yeux, il s'efface et fait entrer un homme vêtu d'un élégant complet. 3 pièces. Derrière la paire de lorgnons, son regard est un peu désapprobateur, mais bienveillant. J'ai acquitté la dette de 15 francs, dit Georges Isambard. Tu es libre, Arthur, je t'emmène chez tante à Dubaï. Chapitre 13. Deux voyages descendus du train en provenance de Douai arpentent le quai désert de la gare de Charleville. Deux voyageurs parlent plus et l'un d'entre eux n'est que des passages. Ils font quelques pas en silence. Brusquement, Arthur s'arrête et se tournant vers Georges Isambard. Il y a un départ pour Douai dans un quart d'heure, dit-il. Prenez-le, ne perdez pas davantage de temps. Je vais rentrer seul, embrasser vos tantes pour moi. Elles ont été si. Il ne peut poursuivre. L'émotion est trop forte, oppressé par l'air de Charleville qu'il ne respire que. Depuis quelques minutes, à peine, il déboutonne le col de sa chemise, amidonnée par les soins des demoiselles Guindre. Durant le mois qu'il vient de passer à Douai, elles l'ont choyé avec tant de tendresse. Là-bas, au premier étage de la première maison, il avait sa chambre, son bureau, son lit, les draps parfumés à la lavande, l'odeur des bons plats qui venaient lui chatouiller les narines, le sourire des vieilles demoiselles lorsque, grattant à sa porte, elles venaient annoncer le dîner, les veillées au coin du feu, les discussions avec son professeur, les nuits entières passées à écrire. Tout lui revient en vrac et il a une boule dans la gorge. Il n'a pas envie de rentrer, il n'a qu'un désir, repartir. Tandis que, d'un geste un peu gauche, il tend la main pour prendre congé. Isambard l'entraîne vers la sortie. Je dois vous me raccompagner à votre porte. Je l'ai promis à votre mère. Vous savez bien, toutes les lettres qu'elle m'a adressées depuis votre sortie de prison, puisque vous y tenez. Le trajet de la gare jusqu'au quai de la Madeleine se fait dans le silence, les arbres alignés sur la promenade, la statue du duc de Nevers, le couvent du Saint-Sépulcre et le collège, l'église, tout est à sa place, rien n'a changé. Charleville, toujours aussi triste, on dirait que les monuments au détour d'une rue posent un regard désapprobateur sur l'enfant prodigue. Là-bas, sur le trottoir d'en face, un camarade de collègue s'apprête à le saluer. Sa mère l'en empêche, c'est que le petit Rimbaud a fait une fugue. La police l'a arrêté, c'est une honte. La Madeleine, numéro 5. Arthur se plante devant la porte de l'immeuble. Je monte avec vous, dit Georges Isambard en le poussant doucement sous le porche. Il s'engage dans l'escalier. L'odeur d'encaustique le saisit à la gorge. Le bois craque sous ses pieds. Un son qu'il entend pour la énième fois. Un son qu'il voulait oublier. La porte s'ouvre sans qu'il ait eu besoin de frapper et Vitaly se jette dans ses bras. Arthur! Arthur! Répète-t-elle sans trouver d'autres mots pour exprimer sa joie. Lui, il la serre très fort, le visage enfoui dans sa chevelure qui sent bon, la fleur d'Arnica. Il parviendrait presque à sourire, laissant un peu pour les autres, lance une voix et à son tour Isabelle vient d'embrasser son frère. Les deux jeunes filles saluent rapidement Georges Isambard, puis s'éclipsent avant même que Madame Rimbaud ne leur en donne l'ordre. Elle est restée assise dans le grand fauteuil un long moment, puis elle s'est levée, a fait quelques pas et la voilà à présent debout face à son fils qui plonge son regard dans le sien. Sans dire un mot, il la trouve vieille. Des rides minuscules marquent le contour de ses yeux et deux légers sillons au coin de la bouche qui lui donnent une expression triste et sévère. Il sait ce qu'elle s'apprête à faire, il s'y attend et pourtant il ne bouge pas d'un pouce. La gifle a été si violente que Georges Isambard en a sursauté. « File dans ta chambre !» Tu resteras au pain sec pendant 2 jours. Arthur obéit sans même prendre congé de son professeur. Le jeune fugueur est puni de nouveau. Il doit se soumettre à l'autorité de la mère. Plus de questions de se rebeller. Pour l'instant du moins, un long, très long silence s'ensuit.
Si je puis me permettre, madame finit par balbutier, genre chez en bar. Il me semble que c'est un peu délicat à dire, mais vous n'agissez pas avec Arthur comme il le faudrait. S'il a fait cette fugue, monsieur avait tout le respect que je vous dois. Vous n'avez rien à vous permettre. Je n'ai aucune leçon, aucun conseil à recevoir de vous. Je m'étais juste que s'ils avaient tardé, non, je m'étais juré que s'ils avaient tardé plus, je n'aurais pas ouvert à ce petit drôle. Je l'accepte de nouveau chez moi. Et c'est déjà un beaucoup. Il y a une chose que j'ai sur le cœur depuis beaucoup. Il y a une chose que, ouais, longtemps. Non, depuis longtemps. Et il faut que je vous la dise. Sachez, monsieur, que je vous rends responsable de tout ce qui s'est passé. Cet enfant était sage et tranquille avant de vous reconnaître. C'est vous qui lui avez soufflé la folle idée d'aller à Paris. Enfin, madame, je ne veux rien entendre de plus, conclut Madame Rimbaud en ouvrant la porte, puis tendant une enveloppe. Tenez, voici les 10 francs que je n'ai pas pu vous envoyer à Monda à Douai. Cela remboursera les frais d'Arthur que vous avez occasionnés. Assez, madame, s'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais gardé Arthur chez moi. Après un bref salut, les embarques sont prêts de sortir. Madame Rimbaud se dirige vers la fenêtre et surveille la rue. Jusqu'à ce que la silhouette du professeur ait disparu. Puis elle s'éloigne, rassurée, elle n'a rien vu. Une fois de plus, l'oiseau posé là, tout près sur une branche du marronnier. L'oiseau, elle ne l'a pas vu. Fin du chapitre. J'espère que vous aurez aimé ces chapitres-là. On va se laisser là-dessus. Et on se retrouve pour de nouveaux épisodes. Bye.